Haïti n'a pas perdu ce match. Haïti s'est fait voler ce match. 52 ans à regarder les autres jouer à la plus grande fête du football mondial, et quand Haïti revient enfin, quand les Grenadiers foulent pour la première fois depuis 1974 une pelouse de Coupe du Monde, c'est dans l'une des poules les plus relevées du tournoi, face au Brésil, face au Maroc, et d'abord face à l'Écosse. Ce retour, on l'attendait. Ce retour, on l'espérait. Ce retour, on le méritait. Mais la nuit du 13 juin au Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, quelque chose s'est passé sur ce terrain qui dépasse les simples statistiques d'un résultat 0-1. Quelque chose que les médias internationaux ont vu, que les observateurs neutres ont reconnu et que tout supporter haïtien a ressenti dans ses tripes. Haïti n'a pas perdu ce match. Haïti s'est fait voler ce match. Mes amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Plus la vidéo a des vues, plus ça arrivera loin et même aux oreilles des grandes instances du football, car nous devons dénoncer ce scandale. Posons les faits. Le seul but du match arrive à la 28e minute. John McGinn récupère le ballon au bord de la surface, décoche une frappe qui est déviée par Jean Rickner Bellegarde lui-même, et le cuir finit sa course dans le filet de Johnny Placide. Un but entaché par la déviation, un but qui appartient à la malchance autant qu'à l'efficacité écossaise. Mais ce but-là, on peut l'accepter. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est ce qui vient ensuite. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est le travail de l'arbitre algérien Mustapha Gorbal et du système VAR qui était censé corriger exactement le genre d'erreur que ce match a produite. Mustapha Gorbal, 40 ans, international FIFA depuis 2014, présent à son deuxième mondial consécutif, après avoir officié en 2022 au Qatar. Un homme expérimenté, reconnu dans les grandes compétitions africaines, en Ligue 1 française. Un homme qui, quelques semaines avant ce mondial, avait déjà fait parler de lui lors d'une demi-finale de Ligue des champions de la CAF, entre l'Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns, en annulant un but crucial pour l'Espérance, une décision qui avait nécessité une escorte policière pour que Gorbal puisse quitter l'enceinte en sécurité, tant la colère du public était immense. Ce même Gorbal est celui que la FIFA a désigné pour arbitrer le match le plus symbolique pour Haïti depuis un demi-siècle. À la 79e minute, Jean Rickner Bellegarde, le milieu offensif des Grenadiers qui évolue à Wolverhampton, s'apprête à frapper. Le ballon effleure clairement la main du défenseur central écossais Grant Hanley à l'intérieur de la surface de réparation haïtienne, dans la surface écossaise. La main est en position anormale, la main est dans la trajectoire du ballon. Dans n'importe quel autre match de ce mondial, avec cette application du règlement sur le handball intentionnel ou non qui a été martelé depuis des années, le penalty est sifflé. Gorbal ne siffle pas. Et le VAR, dirigé par l'arabe saoudien Abdullah Dafer ce soir-là, ne rappelle pas Gorbal à la vidéo. Rien. Silence absolu du système qui devait éliminer l'injustice évidente. Ce n'est pas tout. Dans les dernières minutes du match, alors qu'Haïti pousse pour arracher l'égalisation, l'un des défenseurs ou milieux écossais, selon les différentes sources de commentaires temps réel, effectue un tacle dangereux sur Josué Casimir, entrant fort sur le genou du joueur haïtien, lui laissant une blessure superficielle visible. Un tacle de cette nature, avec ce type de contact direct sur le genou d'un adversaire dans n'importe quel autre contexte, appelle au minimum un carton jaune sévère, au maximum un carton rouge. Ni l'un ni l'autre ne sort. Kenny McLean, entré en jeu à la 83e minute, reçoit lui un carton jaune dans le temps additionnel pour une faute tardive sur ce même Casimir, comme si l'arbitre tentait en fin de match de sauver un semblant d'équilibre. Findlay Curtis écope lui aussi d'un jaune pour un pied haut. Mais la faute potentiellement passible d'expulsion, la vraie, celle qui aurait changé le cours du match, n'est pas sanctionnée. Sur les réseaux sociaux et plusieurs forums spécialisés, certains observateurs ont critiqué la gestion du match par Gorbal. Sur les forums dédiés à l'analyse des décisions arbitrales, un commentateur résume « Gorbal a appliqué un seuil de faute trop bas en première période, sifflant des contacts anodins dans les deux sens, ce qui a tué le rythme et la fluidité du match. Mais quand les décisions vraiment importantes se sont présentées, quand les enjeux étaient maximum, l'Algérien a regardé ailleurs. C'est le pire des cas de figure pour un arbitre, sévère sur le petit et aveugle sur le grand. » Maintenant parlons de ce que montrent les statistiques du match parce qu'elles racontent une histoire qui mérite d'être racontée honnêtement.
Haïti a tenté 15 tirs contre 9 pour l'Écosse. Haïti a eu 8 tentatives à l'intérieur de la surface de réparation, exactement le même nombre que les Écossais. La possession était de 47% pour Haïti contre 43% pour l'Écosse, les 10% restants étant répertoriés en duel. Haïti a subi 23 fautes non sifflées contre 21 pour l'Écosse. Les Grenadiers ont obtenu 4 corners, avec Wilson Isidore à la pointe qui s'est battu jusqu'à sa sortie à la 76e minute, avec un Ruben Providence remuant sur le flanc droit qui a multiplié les tentatives dont un tir à la 85e, avec Franz Di Piero qui a manqué de peu l'égalisation de la tête dans les arrêts de jeu. Haïti a été la meilleure équipe sur au moins une bonne partie de la seconde période. Ce match, Haïti ne le méritait pas de perdre. Et les médias internationaux, pas ceux qui feraient du catastrophisme haïtien pour alimenter une narrative victimaire, les médias qui ont regardé le football avec des yeux objectifs, l'ont dit clairement. Quand même, le site spécialisé britannique TNT Sport note en direct dans son commentaire live que le carton jaune de McLean sur Casimir aurait pu être un rouge, quand des observateurs neutres relèvent l'absence de décision sur le handball de Hanley, on est en droit de parler d'injustice arbitrale documentée, pas de simple frustration. Il faut aussi parler du contexte de ce résultat dans l'économie du groupe C, parce que ce 0-1 n'est pas qu'une défaite symbolique, c'est une équation mathématique qui complique singulièrement la suite du parcours haïtien. Pendant que Haïti perdait injustement face à l'Écosse au Gillette Stadium de Foxborough, dans le New Jersey, au MetLife Stadium, le Brésil et le Maroc se neutralisaient 1-1 dans ce qui était l'affiche principale de ce premier tour du groupe C. L'Écosse se retrouve donc en tête du groupe avec 3 points. Le Brésil et le Maroc sont à 1 point chacun et Haïti est lanterne rouge avec 0 point. Ce classement ouvre une fenêtre très étroite pour les Grenadiers. Les 2 matchs qui arrivent, Haïti contre le Brésil le 19 juin à Philadelphie et Haïti contre le Maroc le 24 juin à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium, sont 2 rendez-vous qui s'annoncent comme de véritables murs. Et c'est là qu'il faut être lucide sans être défaitiste, ambitieux sans être naïf. Le Brésil d'abord. La sélection arrive sur ce match frustrée. Frustrée parce qu'elle n'a pas maîtrisé le Maroc, frustrée parce que Carlo Ancelotti a vu ses joueurs partir dans tous les sens en première période, angoissés par la pression d'un premier match de Coupe du Monde, incapables de poser leur jeu. Vinicius Junior a sauvé les meubles avec son 10e but international lors de son 50e match avec la sélection, un but qui a réduit le score à 1-1 après que Ismaël Saibari avait ouvert le score pour le Maroc à la 21e minute. Mais le fait est là, le Brésil n'était pas bon. Ancelotti lui-même a admis que ses joueurs avaient les nerfs qui parlaient pour eux, qu'il faudrait analyser les raisons de ce départ catastrophique, et Neymar, blessé à un mollet droit, n'était même pas disponible pour ce premier match. L'espoir d'un retour du numéro 10 brésilien existe pour le match contre Haïti, mais aucun calendrier officiel n'a été annoncé, et les informations qui circulaient avant le tournoi indiquaient une absence d'au moins 2 semaines. Un Brésil qui n'a pas Neymar, un Brésil qui cherche ses automatismes, un Brésil qui a quelque chose à prouver est peut-être plus dangereux que jamais sur le plan de la détermination. Mais sur le plan purement footballistique, un Brésil sans son meneur de jeu, un Brésil encore en construction sous Ancelotti qui doit digérer ses erreurs de début de compétition, offre des espaces qu'Haïti n'a jamais eus face à l'Écosse. Les Grenadiers devront jouer compact, défendre avec discipline et profiter de leur transition rapide avec la vitesse et la percussion d'Isidore, de Providence, de Casimir pour piquer le Brésil dans les espaces laissés par ses latéraux offensifs. Ce match ne demande pas à Haïti de dominer le Brésil. Il demande à Haïti d'être organisé, courageux et clinique dans les rares moments de vérité qui se présenteront. Et puis, il y a le Maroc, le 24 juin à Atlanta. Les Lions de l'Atlas arrivent à la Coupe du Monde avec l'un des effectifs africains les plus complets depuis des années, sous la direction d'un nouveau sélectionneur, Mohamed Ouarbi, qui a pris la succession de Walid Regragui après que ce dernier a quitté son poste en mars 2026. La force du Maroc, tout le monde la connaît. Une défense organisée, des latéraux de classe mondiale, une intensité collective qui avait propulsé les Atlas Lions jusqu'en demi-finale en 2022 au Qatar.
Achraf Hakimi, capitaine et latéral droit du PSG, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le monde entier. Nousser Mazraoui de Manchester United assure l'autre couloir avec une solidité défensive remarquable. Il a remporté plus de duels que n'importe quel autre joueur à la dernière CAN, à l'exception d'un seul défenseur. Sofiane Amrabat, au milieu, apporte l'équilibre et la récupération. Bilal El Khanous, 22 ans seulement, est l'un des jeunes talents les plus excitants du football africain. Et Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid, apporte la créativité et la percussion en phase offensive. Ce Maroc a quand même ses failles. L'absence de Hakim Ziyech, le créateur par excellence, qui ne fait plus partie du groupe, laisse un vide dans la génération de jeux. Abdé Edzalzouli et Naïef Aguerd sont également absents du tournoi pour blessure. Et surtout, le Maroc a tiré 1-1 contre le Brésil, un match qu'ils auraient pu et dû gagner en première période tant leur domination était nette, mais qu'ils n'ont pas su conclure. Un Maroc qui vient de faire 1-1 contre le Brésil face à un Haïti qui n'a rien à perdre après une défaite inaugurale, c'est un scénario où Haïti peut jouer la surprise. Mais pour ça, il faut avoir compris les leçons du match contre l'Écosse. Et la première leçon de ce match contre l'Écosse, c'est que Haïti est capable. Haïti a pressé, Haïti a créé, Haïti a mis le danger dans la surface adverse bien plus souvent qu'on ne l'attendait d'une équipe qui dispute sa première Coupe du Monde depuis 52 ans dans le groupe le plus difficile du tournoi. Sébastien Migné, le sélectionneur français qui n'a jamais pu se rendre dans son propre pays d'entraîneur, tellement la situation sécuritaire en Haïti est critique. Il a préparé une équipe. Il n'a pas préparé des victimes, il a préparé des combattants. Hans Delcroix en défense centrale a été solide. Martin Experience sur le côté gauche a répondu présent. Jean Rickner Bellegarde, malgré son carton jaune, a tenté de porter le jeu haïtien vers l'avant. Ruben Providence a fatigué les défenseurs écossais par ses courses. Et Darley Jean-Jacques, dans l'entrejeu, a assuré la couverture nécessaire pour permettre au milieu offensif d'exister. Ce collectif-là mérite mieux que ce qu'il a reçu ce soir au Gillette Stadium. Et ce collectif-là sait maintenant, à travers ce baptême du feu, ce que représente réellement un match de Coupe du Monde. La pression, le rythme, les erreurs arbitrales, l'injustice aussi. Parce qu'il faut le dire sans ambiguïté, le football de Coupe du Monde n'est pas toujours juste. Les petites nations le savent mieux que quiconque. Elles savent que les médias se déplaceront vers les grandes histoires, vers les grands noms, et qu'un pénalty non sifflé en faveur d'Haïti ne fera pas la une mondiale avec la même intensité que si c'était un pénalty non sifflé en faveur du Brésil. Elles savent que le VAR, censé être la garantie de l'équité, a aussi ses zones grises, ses hésitations, ses décisions qui penchent sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Mais elles savent aussi que la meilleure réponse à l'injustice dans le sport, c'est de continuer à se battre, c'est de revenir sur le terrain, c'est de rendre la prochaine erreur arbitrale impossible parce qu'on a mis le ballon au fond des filets avant même qu'elle ne puisse se produire. Haïti a 52 ans d'attente à racheter. Pas seulement contre l'Écosse, contre le Brésil à Philadelphie, contre le Maroc à Atlanta. Le groupe C est ouvert d'une façon que personne n'avait vraiment anticipée avec ce nul Brésil-Maroc. Mathématiquement, si Haïti prend des points dans ces deux matchs suivants, le tableau peut changer. Si Haïti obtient un résultat contre un Brésil fragile et sans Neymar, si Haïti résiste au Maroc avec l'organisation défensive que Migné a su construire, les calculs du groupe C deviennent soudainement très intéressants. Mais pour que ces calculs aient du sens, il faut que Haïti entre sur chaque terrain avec la certitude qu'il peut faire mieux que ce que les statistiques attendaient. Et cette certitude, après la nuit du 13 juin à Boston, elle est là. Elle est là parce que les Grenadiers ont montré qu'ils ne venaient pas en touristes. Elle est là parce que 15 tirs tentés contre une équipe européenne en Coupe du Monde, ça ne s'improvise pas. Elle est là parce que face à l'injustice, les joueurs haïtiens n'ont pas baissé les bras, n'ont pas renoncé, ont continué jusqu'à la dernière seconde à chercher l'égalisation, jusqu'aux arrêts de jeu, jusqu'à ce que le sifflet final sonne et que la frustration prenne enfin le dessus. Haïti n'a pas perdu contre l'Écosse. Haïti s'est fait voler contre l'Écosse. Et cette différence-là, elle compte. Elle compte pour la suite. Elle compte pour la tête du groupe. Elle compte pour l'histoire de ce football haïtien qui revient enfin là où il mérite d'être.